Merci de nous rejoindre sur le plateau de la météo politique. Le menu de ce rendez-vous s'annonce remuant dans les débats. Les craintes exprimées depuis Lakota par l'ex-président Laurent Gbagbo sur le changement de l'appellation de la prison civile d'Abidjan, passée de maison d'arrêt et de correction d'Abidjan à pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'annulation de la commémoration de l'an 1 de l'arrivée de Charles Dégoudé en Côte d'Ivoire et à l'étranger le rôle que peut jouer la Chine dans le règlement du conflit au Proche-Orient. Nos consultants qui sont avec nous donc pour ce numéro, je vous les présente. David Bédia, promoteur du média Canal Ivoire, bonjour. Bonjour. Et Jean-Richard Nguesson, vous êtes journaliste consultant. Bonjour. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre cet élément de micro-trottoir dans lequel les Ivoiriens se prononcent sur le changement de l'appellation de la MACA devenue PPA, pour ne pas dire PPAC, comme le pensent certains. On les écoute. Au fait, le changement de la MACA en PPA, pour moi, ce n'est pas une très bonne chose parce que la MACA est une maison de corruption. Pourquoi venir changer le nom en donnant le PPA? Pour moi, je ne suis pas d'accord avec. S'ils ont changé, c'est que c'est par rapport à quelque chose. Non, c'est bon, c'est pas mauvais. Moi, chez moi, c'est bon, hein, parce que le changement de nom, bon, moi, ça n'a rien. Hein. MACA, maison d'arrêt. C'est-à-dire que tu voles, on t'envoie là-bas. PPA, tu voles, on t'envoie là-bas. Ils ont changé où? Ils n'ont pas changé où? Nous, là, ça ne nous dit rien. Les bonnes choses, on doit changer là. On ne change pas, hein. C'est MACA là, ils vont changer. Il faut qu'on MACA. C'est MACA à manger. On va manger MACA. Ils n'ont qu'à changer la bonne chose. Si c'est pas rien, la Côte d'Ivoire ou bien c'est pour le développement de la Côte, ok. Mais MACA là, quand on dit MACA là, ils ont changé MACA. En Russie, on dit qu'ils ont changé le nom MACA. Ça gagne quoi, le gagne quoi dedans? Rien. Ou bien on est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Donc, ils n'ont qu'à laisser le nom MACA. Ou soit ils n'ont qu'à mettre PPA, CRADP. Nous, on s'en fout de ça. Moi, justice, moi personnellement, je préfère que l'ancien nom reste. C'est ce qu'on a habitué. Pour moi, ce n'est pas une très belle initiative parce que quand on parle de PPA, on fait allusion à pôle pénitentiaire. Alors qu'il y a la MACA, c'est une prison faite, c'est une maison d'arrêt au fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des délits qui ne sont pas assez colossaux. Vous voyez. Mais en tant que pôle pénitentiaire, ça fait référence à de grands délits. Donc du fait que ça soit PPA, pour moi, c'est insensé. Je pense que c'est une bonne chose. Et si le gouvernement a décidé d'appeler la MACA, à transformer la MACA en pôle pénitentiaire, juste que peut-être que le gouvernement a ses raisons. De la MACA, et si ça devient pôle pénitentiaire, je me dis que bon, certains aménagements doivent être faits au niveau de la MACA. Bon, moi je connais pas pourquoi ils ont voulu changer le nom de la MACA, vu que c'est avec ça qu'on reconnaît peut-être les délinquants, dès qu'on dit peut-être la MACA comme ça, ils sont effrayés. Parce que maintenant, ça dit PPA, ils n'auront plus peut-être, bon, je ne sais pas, ils n'auront plus peur. Par rapport à la question posée, moi je dirais peu importe le nom changé de la MACA, je ne pense pas que le nom va faire quelque chose. Si ça ne change pas, si ça s'améliore, c'est bon. Alors visiblement, on vient d'entendre les commentaires des populations sur le sujet, ce fameux changement d'appellation qui depuis quelques semaines fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors là, les Ivoiriens visiblement ne comprennent pas véritablement le sens de ce changement. Chers confrères d'Albédia, quelle est votre lecture justement de cette évolution dans la qualification de la prison civile d'Abidjan? Merci mon frère. Il faut dire que les Ivoiriens, comme on l'a entendu tout à l'heure avec le micro-trottoir, difficile de comprendre les motivations du changement. Et il n'y a pas eu, c'est vrai que la seule communication que nous avons, c'est que le nom a changé. Maintenant, les raisons n'ont pas jusque-là été expliquées. Vous avez le ministre de la Justice l'a clairement dit, c'est un réaménagement technique dans la gestion de la prison. C'est vague, difficile, c'est pas trop clair dans cette approche. On n'arrive pas encore à percevoir un réaménagement technique par rapport à quoi. La maison d'arrêt et de correction, c'est à ce terme-là que les Ivoiriens sont habitués. Changer, passer de cette appellation à PPA, qu'est-ce qui arrive de nouveau? Est-ce qu'il y a eu, techniquement, je veux dire, il y a eu des réaménagements et des effectivement au sein de l'établissement. Au sein de l'établissement, et quels sont ces réaménagements et pourquoi, si le nom MACA restait, quelle influence ça pouvait avoir par rapport à ce qu'on prête aujourd'hui PPA? Sincèrement,
Donc vous êtes mal à l'aise avec cette nouvelle je suis très mal à l'aise avec cette appellation. Jean-Richard Nguesson. Oh, moi, je vais prendre carrément le contre-pied du confrère. Il faut dire que l'arrêté ministériel est assez clair. Ils sont nombreux et la Commission nationale des droits de l'homme, il y a de cela quelques mois, a présenté la dégradation dans l'ensemble des prisons en Côte d'Ivoire. On sait que depuis que la Côte d'Ivoire existe, il y a 34 établissements pénitentiaires. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a près de 23 000 prisonniers, 23 000 détenus. Et la MACA regorge près de 10 000 prisonniers. Et la MACA est une maison d'arrêt et de correction. Et il y a des difficultés au niveau de l'administration et dans le fonctionnement de cette entité. Eh bien, le gouvernement décide d'apporter un changement. Le changement vise à obtenir une gestion beaucoup plus efficace des détenus, de renforcer la sécurité non seulement des maisons d'arrêt, mais aussi de donner au milieu carcéral un meilleur suivi. C'est ce qui est dit. C'est vrai qu'on est focalisé sur le changement de dénomination parce que ce changement-là fait référence au nom d'un parti politique. Mais dans le fond, moi je pense que ce changement est une bonne chose. Mais dans le contexte actuel, vous l'avez dit tout à l'heure, on est focalisé sur l'appellation. Est-ce que parler de PPA, justement, en fait, visiblement, c'est ça qui gêne pour beaucoup. Est-ce que parler de PPA, justement, est-ce que c'est opportun dans le contexte actuel? Avant de revenir à David. Je dirais oui et non. Oui, parce que le gouvernement est assez clair. Apporter une nouvelle dynamique à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan à travers ce changement. Ce qui gêne un peu, c'est la similitude qu'il y a entre le PPACI et le PPA. Sinon, pour ma part, le contenu de l'arrêté est assez clair. On sait qu'aujourd'hui, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, il y a près de 10 000 détenus. Les conditions de vie sont exécrables. Les prisonniers mangent mal. C'est ça le vrai problème. Et l'État se saisit pour régler ces problèmes. C'est cela qu'on doit avoir et non critiquer à tout va cette appellation. C'est le contenu de l'arrêté qui doit nous intéresser. Depuis Lakota, permettez-moi, disait lors de l'investiture du maire de Lakota qui est issu de sa formation peut-être de PPACI, il exprimait ses craintes. Il disait, on change le nom, pour le paraphraser, hein, on change le nom de la MACA en PPA. Est-ce une manière de nous dire que ce sont nos militants qui iront remplir les rangs de cette maison d'arrêt, de cette prison-là? Dans le même temps, il faisait un parallèle avec ce qui est arrivé récemment, le 17 novembre dernier, à Steve Biko. Oh, c'est de la communication. PPACI très écouté. Et peut-être en Mauritanie, donc, a été extradé vers la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que les craintes de Laurent Gbagbo sont justifiées? Moi, je pense d'abord que ici, on est dans un cas. Tout à l'heure, le frère a parlé de dispositions intérieures de la MACA. Il fallait essayer de réaménager certaines choses. On peut le faire, ça, on l'a toujours dit, hein, tous les gouvernants qui sont passés ont dit qu'il fallait essayer de réaménager la MACA parce que le nombre de détenus était un peu exécrable. Donc, mais de là à vouloir changer le nom, je pense que ça prête à des confusions. La question que pose Laurent Gbagbo pour venir à votre question, elle est justifiée. Parce que je pense que ceux qui ont décidé de passer de la MACA au PPA, avant même de pouvoir adopter cette décision, ont dû réfléchir. Je suis sûr qu'il y a eu un débat à leur sein pour dire que PPA, ça peut sonner PPACI qui peut prêter à confusion. Et donc la question de Laurent Gbagbo est une question juste. Est-ce que, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que si on peut l'appeler, je peux maintenant le dire, ce pôle pénitentiaire regorge de beaucoup de militants du PPACI qui y sont encore aujourd'hui et donc le président Laurent Gbagbo ne cesse de réclamer la libération. Et au lieu de... Il n'y a pas que les militants du PPACI. Je ne dis pas qu'il y a politique. Oui, mais en tout cas, ceux du PPACI sont nombreux là-bas. Et donc, il ne fait que demander leur libération. Et au lieu de pouvoir les libérer, on entend de les appeler, d'appeler ce lieu-là PPA qui laisse croire que désormais tous les militants du PPACI vont y aller.
Moi, je pense plutôt... Dans les premiers instants... Oh, pas véritablement. C'est Pas véritablement. Moi, je pense que c'est de la communication de la part de Laurent Gbagbo. On sait que Laurent Gbagbo, il parle très peu. Et puis, depuis la débâcle aux élections, c'est un parti qui est resté quand même silencieux. Nous, on attend Laurent Gbagbo sur... du 2 septembre, les élections locales. Nous, on attend le président Laurent Gbagbo sur des problèmes qui intéressent les Ivoiriens. La cherté de la vie. Des questions telles que l'insécurité qui grandit, des questions sur le terrorisme. C'est là qu'on veut voir le président Laurent Gbagbo parler. Mais il sort, il fait de la communication, de l'humour. Moi, pour ma part, ce n'est pas là qu'on attend le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont envie d'entendre un autre discours. Et je pense que ce discours-là, pour ma part, ça me gêne. C'est vrai que la similitude au niveau de la dénomination peut prêter à confusion. Mais de là à dire que c'est nos militants qui vont remplir ce lieu, oh, je ne crois pas. On va refermer ce chapitre rapidement, donc avant de passer donc au second point de notre plateau. Est-ce que, selon vous, en tout cas David Bédia, je pense que vous irez dans ce sens, est-ce qu'on peut craindre avec Laurent Gbagbo que ce soit un signal fort qui soit envoyé de la part du gouvernement actuel à l'opposition et notamment à sa formation politique? Moi, je pense que le PPACI est préparé psychologiquement puisqu'ils sont habitués depuis la fin de la crise post-électorale à cet établissement. Donc, qu'on les prenne aujourd'hui ou qu'on ne les prenne pas, je pense que ça ne va rien changer dans leur idéologie. Donc, ils sont prêts à partir. Il faut noter qu'il y a eu de nombreuses libérations pour aborder dans le même sens, c'est vrai. Oui, mais il y a encore beaucoup de prisonniers. Il y a eu des libérations de prisonniers politiques. La Côte d'Ivoire est dans une nouvelle dynamique de cohésion sociale, de pacification et de réconciliation nationale. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais il ne faut pas dénier au gouvernement ce qui a déjà été fait. Beaucoup reste à faire. Certes, beaucoup a été fait, mais beaucoup... Je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo est plus dans la communication pour fustiger le pouvoir au regard des résultats du PPACI il y a de cela quelques mois. Alors venons-en donc au second point de notre plateau, c'est-à-dire l'annulation des festivités marquant le premier anniversaire du retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire l'an dernier. Alors justement, c'était juste après le congrès du 27 novembre dernier. On a interrogé là encore les Ivoiriens qui se sont prononcés sur la question. On les écoute. Bon, à mon humble avis, je pense qu'il y a eu du 2 poids 2 mesures. Comme on l'avait bien constaté en Côte d'Ivoire, voilà, il y avait des manifestations un peu partout, des concerts, voilà, un mini-marathon et autres, tout ça à partir du plateau. C'est là-bas que le fauteuil se trouve. Mais bon, on n'a pas interdit ça. Pour quelque chose qui devait se passer à Yopougon, bon. Heureusement que la personne est dotée de sagesse à accepter la volonté des autorités. Bon, c'est vraiment pour ne pas créer une autre tension au niveau de la jeunesse qu'ils ont fait ça. Moi, chez moi, à mon avis, quoi. Donc, chez moi, ça ne cause pas de problème, moi. Ok, très bien, retour donc sur le plateau. Alors, Charles Blé Goudé indiquait donc récemment, et juste après son congrès du 27 novembre dernier, que le directeur de la police nationale, le général Kouyaté Youssouf, l'a interpellé pour lui signifier que cette manifestation ne pourrait avoir lieu pour des motifs sécuritaires. Il a dit vouloir se conformer donc aux exigences des autorités en place et qu'il suppose qu'ils savent pourquoi ils ont pris cette décision. Comment est-ce que, je vais en venir donc à vous, Jean-Richard Nguessan, comment est-ce que vous percevez cette décision de faire annuler ces festivités-là alors qu'il y a beaucoup d'activités qui se font, comme le soulignait justement tout à l'heure l'intervenant dans le micro-trottoir? Oh, c'est bien dommage. Je pense que pour la vitalité de notre démocratie, il aurait fallu que ce meeting de Charles Blé Goudé du côté de Yopougon à la place CPE, qui est une place mythique que Charles Blé Goudé connaît notamment, que ce meeting ait lieu. Charles Blé Goudé, depuis son retour en Côte d'Ivoire, est un adepte de paix. Il a sillonné plusieurs régions de Côte d'Ivoire pour parler de cohésion sociale, pour inviter les uns et les autres à la réconciliation. C'est quelqu'un qui est dans une posture non belliqueuse. Et j'aurais souhaité véritablement que ce meeting ait lieu
Mais ma foi, les autorités policières estiment qu'il y a un problème de sécurité. Nous ne sommes pas forcément dans le secret des dieux. La Côte d'Ivoire, on le sait plus ou moins, notre sous-région est dans un environnement avec le terrorisme. Par moment, on n'a pas les contours de toutes les décisions qui sont prises. Par moment, c'est une décision qu'on peut décrier. Mais je salue surtout cette capacité de Charles Blé Goudé à accepter la décision des autorités policières. David Bédia? Ben, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que depuis que nous sommes, depuis 2011, on a assisté à ce genre d'annulation d'événements. N'oublions pas que avant même l'arrivée du président Laurent Gbagbo, il y avait un meeting du FPI pro Gbagbo, devenu aujourd'hui PPACI, qui devait avoir lieu à Port-Boué. Tout avait été planifié avec même les autorités policières. Lorsque certains jeunes ont, eux aussi annoncé, proches du pouvoir, ont annoncé un meeting au même endroit à la même heure. Vous voyez, et quand c'est comme ça, après, le commissaire de police a dû appeler les dirigeants du FPI, notamment Damana Picasse, pour leur demander de surseoir leur activité. Et quand ils ont surseoir l'activité, il n'y a plus, les autres aussi n'ont pas organisé d'activité. Donc, c'est des choses qui arrivent. Vous estimez que c'est un sabotage? Je pense que c'est un sabotage, souvent d'une main en dessous, d'une main noire qui ne dit pas son nom. Je ne l'ai pas dit, n'oubliez pas aussi qu'à l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, le jour de son arrivée, normalement il y avait des affiches qui devaient être mises, on les avait déjà placées même pour déjà lui souhaiter la Kwaba. Quelques jours avant son arrivée, les affiches ont été arrachées. Et ça a été justifié par le fait que les hommes politiques n'ont pas le droit de pouvoir. Mais pourtant, on voit beaucoup d'affiches d'hommes politiques partout à Abidjan. Donc, vous voyez qu'on est dans une démocratie qui laisse un peu à désirer. Est-ce que des gens voulant se donner la carrure du grand parti, le parti le plus implanté du pays, alors est-ce qu'ils n'utiliseraient pas ça pour pouvoir véritablement justifier des questions d'insécurité? Moi, je n'y crois pas. Alors Jean-Richard Nguessan, quand vous, au regard de ce qui vient de se passer, est-ce que vous avez l'impression que quelque part Charles Blé Goudé pourrait faire peur, qu'on pourrait le penser certains? Ah, mais qu'on le veuille ou pas, Charles Blé Goudé fait partie des figures de pro de la politique en Côte d'Ivoire. On sait qu'au début des années 2000, c'est quelqu'un qui avait cette capacité de mobiliser les foules. On sait plus ou moins ce qu'il a apporté, ce qu'il a fait avec la galaxie patriotique, notamment à la place de la République. Il a sillonné la Côte d'Ivoire, il était celui-là même qui portait, qui défendait bec et ongle le pouvoir Laurent Gbagbo. C'est quelqu'un qui a toujours cette capacité-là, c'est quelqu'un qui a cette verve et c'est quelqu'un qui a une certaine présence. Et sa jeunesse joue aussi en sa faveur. Et puis Yopougon était, qu'on le veuille ou pas, un bastion de Charles Blé Goudé. De ce côté-là, il y a plusieurs partisans du COGEP. Et puis c'est quelqu'un qui a une carrure, c'est quelqu'un qui ne se cache pas de ses ambitions politiques. Il le dit d'ailleurs à qui veut l'entendre. Est-ce que sa contenance peut amener à ce point le pouvoir à vouloir l'empêcher de mener ses activités? Ouf! Moi, je ne crois pas que le pouvoir ait voulu forcément empêcher Charles Blé Goudé. Est-ce qu'il est suffisamment populaire pour inquiéter le pouvoir? Mais n'empêche que Charles Blé Goudé reste quelqu'un qui peut faire peur. N'empêche, au regard de son parcours d'homme politique, et puis c'est quelqu'un qui a vécu une trajectoire assez difficile. Il faut le reconnaître, il a été acquitté en 2019, il a été libéré en février 2020, il revient au pays dans des conditions qu'on sait plus ou moins tous, on sait les différentes péripéties qu'il y a eu, non seulement en Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelqu'un qui, moi pour ma part, je salue la posture de Charles Blé Goudé aujourd'hui, je salue son discours, il a un discours porteur d'espoir. C'est quelqu'un qu'on a connu il y a de cela quelques années assez belliqueux, mais c'est quelqu'un qui a dilué son discours. Et lui-même, dans sa posture, dans sa démarche, dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et c'est cela que moi je salue en l'homme. Et moi, au-delà du fait que ce meeting ait été annulé, c'est surtout cette capacité de Charles Blé Goudé à dire oui, il comprend cette décision, même s'il la condamne, mais il la comprend et il souhaiterait donner... Il n'a pas dit qu'il la condamne, hein, il a dit qu'il se plie. Il accepte. Il se plie, mais il accepte. Quand il dit qu'il se plie,
ça sous-entend plus ou moins qu'il n'est pas forcément d'accord, mais il se plie à ce que les autorités policières ont dit. Et cela, c'est une posture qu'il faut saluer. David Bedia, de façon claire, est-ce que selon vous, au regard de la posture actuelle de Charles Blé Goudé ou de sa carrière actuelle, plus d'un an après son retour en Côte d'Ivoire, est-ce que l'on peut dire que, de façon objective, que l'homme fait peur au pouvoir? Moi, je pense que cette décision est un message fort lancé à l'endroit de Charles Blé Goudé. Depuis son arrivée, peut-être que tout à l'heure on pourra toucher ce sujet sur sa relation avec celui qu'il appelle toujours son père politique. On a l'impression qu'ils sont dos à dos, c'est-à-dire qu'il y a une mésentente. Et du côté du pouvoir, on entend un discours. Charles Blé Goudé n'a pas encore suffisamment dit merci à Ouattara. Il n'a pas encore dit merci à Ouattara, qui laisse présager que Charles Blé Goudé doit pouvoir clarifier sa position sur la scène politique. On le sent un pied dedans, un pied dehors, en ballottage. On ne sait pas où il va. Alors si tu veux véritablement qu'on t'accorde l'opportunité de faire ce que tu veux, mais écoute, parle clairement. Moi, voilà l'analyse que moi je fais, c'est une analyse, ça elle peut être fausse, mais je dis que c'est un message fort que le pouvoir envoie à Blé Goudé pour qu'il clarifie enfin sa position. Mais sa position est assez claire pour ma part. Charles Blé Goudé à la tête d'un parti politique qu'on appelle le COGEP, il n'a jamais dénié ce lien fort qu'il y a entre lui et le président Laurent Gbagbo. Et jamais on a entendu le président Charles Blé Goudé dire qu'il était un partisan du RHDP. Bien au contraire, il dit qu'il souhaitait rencontrer le président Laurent Gbagbo. Et moi, je pense que c'est un message assez clair. Ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et certainement, je pense que Laurent Gbagbo lui a envoyé récemment un émissaire lors de son congrès. On en reparlera sûrement sur un autre plateau qui était porteur, d'après Blé Goudé, d'un message à titre personnel qui l'a réjoui. Troisième et dernier sujet donc de cette émission, le conflit au Proche-Orient et de façon plus précise le rôle que peut jouer la Chine, puissance mondiale, dans le règlement de cette guerre-là. Et la Chine qui propose donc une solution à deux États. Malheureusement, on n'a pas forcément pu avoir des avis assez pertinents dans le public ivoirien. Ce n'était pas très évident. La rue n'est pas forcément très imprégnée de ce dossier. Mais on va en débattre là sur ce plateau pour explorer justement les différentes pistes. Alors Pékin, le président chinois Xi Jinping plaide pour une solution à deux États, comme l'ensemble d'ailleurs de la communauté dite internationale. Mais dans le même temps, la Chine est perçue comme étant un allié de la Russie, un peu le porte-flambeau de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et la Chine n'a pas fermement ou formellement condamné les attaques du 7 octobre menées par le Hamas en territoire israélien. La Chine a des positions plutôt jugées assez proches des groupes terroristes palestiniens. Alors, je vais demander donc à David Bedia d'abord quelle est votre lecture de cette position de la Chine qui demande donc une solution à deux États, un peu comme l'ensemble des autres puissances mondiales. Moi, ce que je pourrais d'abord dire sur cette crise en Israël, je pense que il est, vu la portée, l'ampleur que ça a pris, il est vraiment important qu'on arrive à cesser le feu. Alors donc, la proposition faite par la Chine, est-ce que c'est la meilleure? Le feu pour aboutir à quoi concrètement? Mais pour aboutir à une fin des hostilités, puisque on a vu ces dégâts qui ont été causés, puisque après, bien sûr, l'attaque du groupe Hamas, voilà, la répression israélienne a été au-delà même des attentes. Et donc, on a vu des personnes, des réfugiés, on a vu des personnes déplacées en masse, sans oublier les milliers de morts. Donc, je pense que, partant de cela, il faut qu'on arrive à cesser le feu, sinon une fin des hostilités. Maintenant, est-ce que la proposition que fait la Chine, elle est suffisamment bonne pour pouvoir arriver à ces fins? Bon, ça c'est... je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais bon, c'est quand même intéressant de pouvoir
de suivre cette proposition. Voilà, c'est comme je peux dire. Je ne maîtrise pas trop les contours de ce point. Alors Jean-Richard Nguesson, qu'est-ce qu'aurait dû faire Israël après l'attaque du 7 octobre du Hamas le 7 octobre? Qu'est-ce qu'aurait dû faire Israël après cette humiliation subie de la part du Hamas? Et ensuite, est-ce que la Chine aujourd'hui est un acteur suffisamment crédible dans le contexte actuel pour peser sur le règlement du conflit quand on sait ses accointances avec ce qu'on peut appeler le bloc de l'Est? Forcément, on voit plus ou moins tout sur ce que le Qatar a apporté en termes de négociation dans cette crise israélo-Hamas, en quelque sorte. Moi, je pense que la Chine est un acteur assez fort. Et la Chine a contribué à pacifier les relations diplomatiques, on s'en souvient, entre Riyad et notamment Téhéran. Et ça, c'est tout récent, justement. Et je pense que c'était un acteur assez fort. C'est vrai que la Chine n'a pas condamné fermement l'attaque du 7 octobre, mais n'empêche que c'est une puissance assez forte. Elle a cette capacité-là, non seulement de parler avec le Hamas, elle a cette capacité de parler avec les dirigeants arabes, et elle a cette capacité également, vu qu'elle est une puissance, de parler avec Israël. Et le souhait de la Chine, je pense que c'est un souhait assez légitime, la solution à 2 États. Et c'est ce que tout le monde souhaite. Et quel sort doit-on réserver éventuellement au Hamas? Le Hamas, il serait difficile d'éradiquer le Hamas. Israël est dans une dynamique d'éradication du Hamas. Et je pense que c'est un combat qui est perdu d'avance. C'est vrai qu'Israël peut affaiblir totalement le Hamas, mais dit de là à éradiquer le Hamas qui, pour moi, est un esprit, est un état d'esprit. Et il sera très difficile pour Israël d'éradiquer le Hamas. Vous avez le même avis, David Bédia? Oui, bien sûr. Je pense que c'est éradiquer le Hamas, c'est pas évident. C'est pas évident. Ils peuvent l'affaiblir. Ils peuvent l'affaiblir puisque les rapports de force ne sont pas les mêmes. Ils peuvent effectivement l'affaiblir, mais de dire qu'ils vont totalement l'éradiquer, c'est pourquoi je pense qu'on doit arriver à un cessez-le-feu. Voilà, il faut arriver à un cessez-le-feu et puis penser maintenant. On risque de laisser le Hamas, comme le craignent les dirigeants israéliens, de laisser le mouvement se reconstituer militairement. Mais c'est à Israël. Je pense que dernièrement même, il y a eu une attaque à Jérusalem. Là. Voilà. Ça veut dire, et le Hamas l'a revendiqué. Ça veut dire que ce sera difficile aujourd'hui de pouvoir maîtriser ce groupe. Certains disent terroristes, d'autres ont peur de le dire, mais bon, moi je pense qu'il faut quand même chercher à les rencontrer. Dont la Chine, la Russie et autres qui s'abstiennent de recourir à ce qualificatif-là. Et quand on sait les ramifications que le Hamas, avec plusieurs États dans la zone, c'est dit que c'est notamment le Qatar, notamment des pays tels que l'Iran, notamment des pays tels que... Ça sera très difficile d'éradiquer véritablement cette entité, je pense. Et la guerre contre le Hamas a beaucoup de conséquences sur des personnes qui n'ont rien à voir avec ce conflit, notamment les civils. On a vu beaucoup de vieilles personnes sous les décombres, ça fait mal. Donc il faut arriver à une négociation pour que les responsables du Hamas et les responsables israéliens arrivent à un consensus qui fera en sorte que peut-être on ne puisse plus jamais parler de ce genre de conflit. Justement, juste avant de terminer en quelques secondes, la Chine peut-elle être cet élément-là qui puisse se permettre de rapprocher les positions pour éventuellement aboutir à une solution négociée? Ah oui, Pékin est une puissance... Assez rapidement, quelques secondes. Pékin est une puissance incroyable. Alors, aussi bien militaire. David Bédia. C'est un souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Je rappelle que nous échangeons justement sur des thèmes clés sur ce plateau donc de la météo politique. On va se retrouver très bientôt pour d'autres sujets tout aussi alléchants. Et merci également à vous de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à bientôt.